café camerounais peine à sortir de l'ornière. La production 2016-2017 a culminé à 20 270 tonnes, soit une baisse de près de 20% par rapport aux 24 500 tonnes de la campagne 2015-2016. Il s'agit de la deuxième plus mauvaise performance réalisée par les producteurs camerounais au cours des 5 dernières campagnes après les 16 142 tonnes de 2012-2013, qualifiées par les acteurs locaux de la filière de pire campagne la plus mauvaise des 50 dernières années. Ainsi, depuis la campagne 2013-2014 qui avait redonné un peu d'espoir aux acteurs de la filière avec une production globale de 32 800 tonnes, la performance du café camerounais a de nouveau régressé de plus de 12 500 tonnes. Un résultat qui éloigne davantage le pays de l'objectif des 150 000 tonnes qu'il espère atteindre en 2020, conformément à son plan de relance des filières cacao-café. Plusieurs facteurs expliquent la baisse enregistrée, notamment l'indisponibilité des plants, l'utilisation de variétés anciennes au rendement insignifiant, la cherté des engrais, le vieillissement des plantations et des planteurs, mais aussi une désaffection des producteurs du fait des prix très peu rémunérateurs et jugés en déphasage total avec le volume de travail requis par l'activité de production du café. Environ 100 millions de personnes devraient rejoindre les classes moyennes et celles à revenus élevés en Afrique subsaharienne d'ici 2030. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Selon cette étude, les dépenses des ménages devraient augmenter à un rythme de 5% par an dans la région contre une moyenne de 3,8% dans les autres pays en développement. Dans la plupart des secteurs, ces dépenses devraient même dépasser les 6% avec une forte propension pour les secteurs des transports et des TIC. En tête du classement des pays d'Afrique subsaharienne qui connaîtront une forte croissance de la consommation des ménages, on retrouve le Sénégal, le Mozambique, le Rwanda, le Niger et l'Éthiopie. La Société financière internationale souligne par ailleurs que les perspectives de croissance demeurent globalement positives en Afrique subsaharienne sur le moyen terme. Le taux de croissance de la région devrait atteindre 3,2% en 2018 et 3,6% en 2020. Exception faite de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Nigeria, ce taux devrait atteindre 5% par an durant les prochaines années, selon les projections de la Société financière internationale. Une poignée de main pour sceller davantage les liens économiques entre l'Algérie et l'Espagne. Des liens que les deux parties espèrent voir se renforcer. Il y a des raisons très solides pour que nos entreprises continuent à opérer en Algérie, à créer de l'emploi et à en faire bénéficier les deux pays. L'Espagne est un bon client de l'Algérie et l'Algérie est un bon fournisseur de gaz pour l'Espagne. Mais nos liens économiques ne s'arrêtent pas là. Il y a plus de 250 entreprises espagnoles en Algérie. L'Espagne est en ce moment le 3e client des importations algériennes et nous sommes aussi le 5e fournisseur pour l'Algérie. Autant dire que la présence économique espagnole en Algérie reste encore modeste, hors du secteur des hydrocarbures. Raison pour laquelle Madrid invite Alger à assouplir sa réglementation sur les investissements étrangers et lever les barrières aux importations. Nous savons, mes chers amis espagnols, que ces mesures transitoires pèsent sur nos relations commerciales. Nous espérons votre compréhension dans le cadre de la solidarité entre voisins. Mais dans le même temps, j'ajouterai que ces mesures de sauvegarde commerciale constituent de nouveaux incitatifs à investir en Algérie, où les opportunités sont multiples. Notons que les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne ont représenté 7,3 milliards d'euros en 2017, largement en faveur de l'Algérie. Après une baisse de 6,4% en janvier 2018, les dépenses de consommation en biens ont progressé en France. Ces dépenses ont atteint 2,4% au mois de février, grâce essentiellement à un rebond des dépenses de chauffage liées à la vague de froid qui a touché le pays dans la période. Les dépenses en biens fabriqués ont également augmenté, plus 0,9% après 2 mois de repli. Cette hausse a été notamment soutenue par les achats de véhicules
et les dépenses en habillement textile. Dans le détail, les achats de matériel de transport ont augmenté de 2%, avec une hausse marquée des voitures neuves, et les dépenses en habillement textile ont rebondi de 3,1% après une hausse de 1,8% en janvier. Enfin, la consommation alimentaire est répartie en hausse, plus 1,1%, avec un rebond sensible tant dans les produits agricoles non transformés que dans les produits agroalimentaires. Notons que les chiffres de la consommation sont une donnée importante pour la croissance française, traditionnellement portée par les achats des ménages. Le nouveau code des hydrocarbures en cours d'élaboration au Gabon ne vise pas à céder une partie des recettes de l'État, mais il se veut plus flexible pour s'adapter à la situation conjoncturelle compliquée que connaît le pays aujourd'hui. Ce nouveau code viendra remplacer celui en date de 2014 et qui figure parmi les moins avantageux d'Afrique pour les entreprises selon plusieurs pétroliers et experts du secteur. En effet, ce code de 2014, en plus d'être difficile sur le plan fiscal et juridique, a créé par exemple un impôt sur les sociétés de 35%. Autant de choses qui ont milité à la faveur de sa refonte. Des dizaines de recommandations ont d'ailleurs été annoncées pour une amélioration du document, parmi lesquelles des mesures de flexibilité, la révision de l'impôt sur les sociétés ou encore l'exonération de la TVA pour le compte de tiers à l'importation et la suspension du paiement de la TVA pour les fournisseurs locaux. Son élaboration intervient dans un contexte où le Gabon pense aussi développer le biocarburant, 80% du pays étant constitué de forêts. Notons que le nouveau code pétrolier sera présenté au Parlement au début du mois de juin. Tout a commencé en avril 2016 lorsque les dirigeants mozambicains ont avoué avoir emprunté en secret 2 milliards de dollars pour acheter des navires militaires afin de participer au combat contre l'ex-rébellion de la Renamo. Sitôt informés de cette opération, les financeurs du pays, avec à leur tête le Fonds monétaire international, ont gelé leur aide budgétaire, plongeant le Mozambique dans une crise sans précédent. Conséquence, le montant de la dette du pays est passé de 130% de son produit intérieur brut en 2016 et l'a rapidement contraint à suspendre ses remboursements. Parallèlement, un audit du cabinet Kroll a révélé en juin 2017 qu'au moins 500 millions de dollars de dépenses financées par l'emprunt décrié étaient inexpliquées, ce qui a amené le Fonds monétaire international à suspendre son aide et exiger la levée du secret sur les fonds disparus de la dette avant toute reprise de sa collaboration. Cette situation n'est pas pour apaiser les inquiétudes des créanciers du pays qui ont sèchement rejeté la dernière offre du gouvernement mozambicain pour restructurer la dette dont il a suspendu depuis plus d'1 an tous les remboursements. Ces créanciers estiment en effet que ce plan ne permet pas d'engager une discussion sérieuse en vue d'une solution réaliste. Les deux parties devraient se revoir en avril 2018 à Washington pour tenter d'aboutir à un accord équitable. Omar El-Béchir se lance dans une lutte sans merci contre la corruption au Soudan en vue de freiner la hausse des prix alimentaires et de relancer l'économie du pays. Une économie fragilisée par des décennies de sanctions commerciales américaines, des conflits et la perte de 75% des recettes pétrolières suite à la scission nord-sud. Nous avons remarqué qu'il existe un réseau corrompu visant à détruire l'économie nationale en volant l'argent du peuple. Nous poursuivrons nos mesures et nos efforts jusqu'à ce que les gens récupèrent leur argent. Et personne n'échappera aux pénalités. C'est une guerre contre la corruption dans toutes ses formes et en tout lieu. Le marché noir des devises ne sera pas épargné dans cette guerre. Ces fluctuations ont en effet forcé la Banque centrale soudanaise à dévaluer par 2 fois la monnaie du pays depuis le mois de janvier, où la livre soudanaise a atteint son plus bas historique alors qu'elle se vendait entre 43 et 45 dollars contre un taux officiel de 28 dollars. Il est clair qu'il y a un manque de monnaie étrangère dans notre économie nationale, car toutes sortes de biens sont disponibles
et en grande quantité. Mais il y a une spéculation avide entre les vendeurs de devises, d'or et les trafiquants de nourriture. Et ce sont des minorités qui contrôlent tout, même le système bancaire. La guerre contre la corruption déclenchée par le président soudanais se poursuivra jusqu'à l'atteinte des objectifs. Considérée comme la seule réussite politique du printemps arabe, la Tunisie peine encore aujourd'hui à remettre son économie sur les rails. Malgré les efforts du gouvernement pour réduire les dépenses publiques et pour affaiblir graduellement la monnaie nationale, le Fonds monétaire international note que le pays se dirige vers une forte dépréciation du dinar, alors que les réserves de change ont rapidement diminué lors des derniers mois pour s'établir à 4,6 milliards de dollars le 3 avril dernier. Pour corriger le tir, le Fonds monétaire international appelle Tunis à s'appuyer sur un taux de change réellement compétitif afin d'attirer les investissements étrangers et de développer ses exportations. Aussi, la fin des grèves qui paralysent les exportations de phosphate, l'un des plus importants pourvoyeurs de devises, ou encore la reprise du tourisme pourrait stopper l'hémorragie. Plus spécifiquement, la Tunisie doit travailler à une amélioration de sa balance commerciale qui pourrait lui permettre d'évoluer progressivement vers la dépréciation de sa monnaie. En effet, le dinar a vu sa valeur baisser de 19% par rapport à l'euro en 2017, alors que le déficit commercial a diminué de près d'un quart entre janvier et février dernier, par rapport à la même période en 2017. C'est dans son premier rapport sur la Tunisie, publié jeudi, que figurent ces recommandations. L'OCDE, entendez l'Organisation de coopération et de développement économique, préconise l'ouverture du marché aux investisseurs privés. En effet, l'OCDE souligne que la forte hausse de l'emploi et des salaires publics a soutenu la consommation privée, mais l'activité économique et les créations d'emplois dans le secteur privé sont restées faibles. L'organisation appelle donc à des réformes structurelles. Nous préconisons les réformes de la concurrence. Il faut ouvrir le secteur de la concurrence dans l'aviation, dans la télécom, dans d'autres secteurs. C'est très important pour créer plus d'emplois. Ici, les grands défis sont la situation fiscale, que tous les gens connaissent. Mais c'est très important d'avoir des prudences dans la situation fiscale. Mais plus important comme ça, c'est de faire, comme j'ai dit, les réformes de la concurrence. Ouvrir le secteur et baisser les obstacles à les entreprises. Pour nous, ce rapport relève un certain nombre de pistes que nous partageons, notamment les grandes réformes sur les finances publiques. Pour nous, c'est très important. Le gouvernement, le chef du gouvernement l'a rappelé, le coût de non-réforme est beaucoup plus lourd aujourd'hui que le coût des réformes. Il ne faut pas retarder ces réformes. L'OCDE conseille également à la Tunisie de continuer à ne remplacer qu'une partie des fonctionnaires et à augmenter l'âge de la retraite. Ce rapport de l'OCDE intervient 2 mois après une série de troubles sociaux dans plusieurs villes de la Tunisie, alimentées par des hausses d'impôts et de prix. La situation reste tendue, notamment dans le bassin minier, zone